et je vois que Madame Sylvie Tremblay, notre prochaine, Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. notre prochaine Merci. invitée est déjà là. Euh, Bonjour Madame Tremblay. Bonjour, Madame Aymon. Alors, Madame Tremblay est la directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers. Donc, c'est avec joie qu'on va écouter votre analyse de la situation et vos propositions. Alors, c'est à vous. Bonjour. Fondé en 2004, le regroupement provincial des comités des usagers du réseau de la santé et des services sociaux défend les droits des usagers et représente plus de 540 comités d'usagers de résidents dans les établissements de santé et de services sociaux, qu'ils soient publics, conventionnés ou autofinancés. Qu'est-ce qu'un usager? Les usagers ne sont pas des personnes malades. Ce sont toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, utilisent des services de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Le RPCU les représente. Les fonctions légales des comités sont dans la loi de la santé et des services sociaux. Le mandat des comités d'usagers et de résidents est d'être le gardien des droits des usagers. Le RPCU vous remercie de l'opportunité de représenter les comités à cette commission des États généraux. Cette présentation permettra, nous l'espérons, de tenir compte d'abord et avant tout des personnes usagères, de leurs besoins, du respect de leurs droits et en particulier ceux reconnus par la loi. Le droit d'accès et des services sociaux généraux est au cœur des besoins de plusieurs usagers au Québec. Les travaux de la commission sont les bienvenus dans la réflexion de plusieurs citoyens qui portent sur eux l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, et ce, dans le contexte particulier des travaux parlementaires de la PL 15. D'entrée de jeu, le regroupement provincial des comités des usagers pose cette question simple. Est-ce que le respect des droits des usagers est le moteur des soins et des services de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux? Depuis plus de 30 ans, le réseau, d'une réforme à l'autre, des gains ont été réalisés, mais plusieurs améliorations promises ne se sont pas réalisées. On peut penser, entre autres, aux services pour les jeunes en difficulté, à ceux qui ont des troubles d'apprentissage, les usagers nécessitant des services en dépendance, en déficience physique ou intellectuelle. Qu'en est-il de la réadaptation, du maintien à domicile et de l'hébergement pour toutes les personnes âgées et vulnérables? Les membres des comités d'usagers appréhendent toujours les mêmes irritants ou problèmes depuis toutes ces années. Un manque de collaboration des personnes en place qui, depuis des années, traversent les réformes de l'une à l'autre, l'éloignement des milieux naturels et le manque d'appartenance à une communauté. Et que dire de la voix citoyenne? Le RPCU consulte largement ses membres tout au long de l'année. Plusieurs éléments sont ressortis lors de ces consultations. En voici quelques-unes. L'hospitalocentrisme. Vous allez vous connaître beaucoup de termes. Le pouvoir concentré dans les mains des hauts fonctionnaires. Que faire de la voix citoyenne dans le réseau? Et même la réduction des services. La voix des usagers doit s'exprimer aussi, et ça nous arrive depuis quelques années, sans peur des représailles, parce que nous le voyons de plus en plus. Le saviez-vous? 5 instances travaillent actuellement dans la défense des droits, selon la loi. Les comités d'usagers et de résidents, le commissaire local aux plaintes, le commissaire régional aux plaintes, le comité de vigilance. La défense des droits est une responsabilité partagée et il faut que chacune de ces instances y travaille de concert. Nous nous sentons souvent bien seuls, trop souvent bien seuls, dans la défense des droits, malgré cette responsabilité partagée. Le sens de nos actions, répondre au plus près aux besoins des usagers. Il faut revenir à un concept simple
l'appartenance à une communauté. On se reconnaît dans sa ville, sa région, son hôpital, son CLSC, sa pharmacie, son médecin. On doit privilégier une structure de service proche des usagers de la population. Quand nous parlons d'une véritable prise de décision décentralisée, nous ne parlons pas d'aller acheter des couches à la pharmacie du coin pour le CHSLD. Cette phrase a été entendue par un de nos membres de comité de résidents, par un gestionnaire de CHSLD. Nous parlons plutôt de pouvoir développer des collaborations étroites sur un territoire pour régler des problèmes d'engorgement, d'urgence, d'accès à un médecin, à des services sociaux généraux, le maintien à domicile, l'accès à la psychothérapie, l'accès aux soins dentaires et la prévention à la santé. Il faut, une fois pour toutes, tendre vers cela. Et la première ligne. Le RPCU croit à l'intégration des services en première ligne. Ce décloisonnement permettrait de briser le moule de l'hospitalocentrisme, améliorer l'accessibilité aux soins et aux services pour les usagers. On travaille encore en silo. On nous le dit même encore dans les CLSC, ce qui compromet l'offre de services. En intégrant en 2015 les différentes composantes sous une même organisation, les silos ne se sont pas brisés. Aucun nouveau pouvoir n'est nécessaire à cela. Il faut seulement de la volonté, une coordination pour que ça s'actualise au niveau local. Trouvons la bonne structure locale. Rendre accessible un ensemble de services le plus complet possible sur une base populationnelle, en assurer la prise en charge de la demande, accompagner les personnes en maintenant et améliorant la santé et le bien-être de la population. Le RPCU, ses membres vous le disent, la disparition de l'offre, entre parenthèses, service social, est flagrante. Nos membres de toutes les régions du Québec nous indiquent que les services sociaux se sont liquéfiés. Et pour les plus vulnérables, on ne peut plus parler de panier de services. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Le RPCU est pour le RPCU, il est primordial de protéger l'offre de services dans toutes les composantes des services sociaux, dans des centres de l'Est au maintien à domicile. Cette clientèle, les usagers, sont des personnes âgées, des personnes vulnérables, des proches aidants, des familles qui ont des problèmes socio-économiques, de logement, des personnes qui ont besoin d'aide psychologique, des personnes ayant des problématiques de santé mentale de tout ordre, et j'en passe. Une même organisation qui dispense les soins, santé et les services sociaux devrait répondre aux besoins en facilitant cette intégration, en travaillant, et nous le répétons, afin de briser la vision par programme. On ne peut passer sous silence le maintien à domicile. Le maintien à domicile est la base de la politique Vieillir et vivre ensemble. Le maintien à domicile ne concerne pas seulement les personnes âgées maintenant, mais les personnes handicapées et même les personnes en fin de vie qui ont besoin de soins palliatifs. En leur offrant des services dans leur milieu, on évitera l'hospitalisation et les recours à l'hébergement. Le bon service au bon moment, au bon endroit. Le bon moment est défendre aussi les droits des usagers hébergés. Et ce, bien sûr, en faire la promotion de la bientraitance au lieu de la maltraitance. Je vous remercie. Je laisse beaucoup de temps pour les questions. Merci de m'avoir entendu. Madame Tremblay, c'était très sensible comme présentation. On entend, et on le lisait bien dans votre mémoire, l'engagement de votre association depuis tant de temps. Vous appelez, vous aussi, à une grande mobilisation générale. Concrètement, ça s'organiserait comment? La mobilisation générale, je vous dis, c'est peut-être une question, mais on n'y croit plus beaucoup avec la PL15. Et c'est excessivement malheureux. J'espère qu'on pourra revenir à l'essentiel
Et ce qu'on voit dans les différentes réformes, et ce qu'on a dit et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en a eu des réformes et celle-ci ne sera pas meilleure, elle sera probablement pire. Je vais vous donner un exemple pour les comités. Alors, la seule voie citoyenne qu'il reste au Québec dans les établissements de santé et services sociaux, ce sont les comités d'usagers et de résidents. Même le Collège des médecins le dit, c'est peu dire. Au début de puis je ne ferai pas d'analyse de l'ensemble du projet de loi, mais on est encore à batailler encore pour la reconnaissance de tous les comités d'usagers dans toutes les régions dans toutes les régions du Québec et dans toutes les missions. Ce que ça veut dire quand on a vu le projet de loi, puis je veux, parce que ça parle des services de première ligne et des services généraux, ce qu'on a vu et ce qu'on voit, puis ce qu'on est encore en train de batailler, c'est que toutes les missions qui sont liées à la première ligne, souvent. Donc, santé mentale, dépendance, réadaptation, déficience intellectuelle, troubles graves de l'autisme, la mission CLSC, tout ça avait pris le bord. Il ne restait que les comités d'usagers, maintien à domicile et résidents. Bien sûr, je comprends qu'on est une société vieillissante, mais il y a des limites à ne pas accepter que la voie citoyenne soit aussi pour toute autre clientèle dans les déterminants de la santé. Les familles qui ont besoin, les proches aidants qui ont besoin, que ce n'est pas juste des proches aidants de personnes âgées, vous comprendrez bien. Alors, il y a une vision d'efficacité. Je pense que les gens se mobilisent, mais se mobilisent encore en silo aussi. Donc, on espère vraiment d'être entendu. Puis ce qui nous effare encore, c'est qu'on ne parle pas assez, qu'on ne parle pas trop ou jamais assez des services sociaux. Les services sociaux sont au cœur, à la base des déterminants de la santé. Je suis ancienne organisatrice communautaire. Alors, pour nous, c'est assez indignant et nos membres nous le disent. De ne pas écouter les comités qui disent nous, on fait de l'amélioration continue, puis on pense qu'on peut accompagner les gens pour pas qu'ils deviennent plus malades ou que vous comprenez bien que les déterminants ne s'appliquent pas. Et on le voit partout dans toutes les régions du Québec, les services sociaux, l'accès aux services sociaux, c'est complètement liquéfié. Je vais passer la parole à Denis Bourque. Merci. Oui. Donc, Madame Tremblay, merci pour votre exposé. Vous posez une excellente question à la page 5, là. Est-ce que le respect des droits des usagers, est-ce que le respect des droits des usagers est le moteur des soins et des services de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux? Mais vous ne répondez pas à la question. Vous posez la question, mais c'est quoi votre réponse? Bien sûr que non. Okay. Et c'est dommage. Je sens beaucoup d'écoute depuis je vous dirais depuis une année ou deux, de deux grands ordres professionnels que sont l'Ordre des travailleurs sociaux et le collège, probablement dû à sa présidence aussi. Pour beaucoup d'autres ordres professionnels, on n'entend pas l'écoute qui devrait être au rendez-vous sur les besoins des usagers et ça se répercute pas nécessairement non plus, évidemment, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, tout n'est pas noir, mais la réponse est non. Une dernière question peut-être, Ariane. Comment vous voyez ça, les approches qui visent à impliquer davantage l'expérience vécue des usagers, prenons ce terme-là, là, avec patients partenaires, par exemple, ou vous comprenez, hein? Tu sais, qu'est-ce qui met à contribution ce savoir expérientiel avec le savoir professionnel? Comment vous voyez ça? Alors, c'est une dérive. Je vais vous expliquer pourquoi. L'usager partenaire, il parle de son expérience. Et il faut le reconnaître en ce sens, et il faut l'accompagner en ce sens, et ils peuvent accompagner. Quelqu'un qui a eu un cancer peut être un usager partenaire et par l'expérience peut en aider d'autres. Ce qui se voit dans le réseau avec cette vision qui devient, je vous dirais, cette vision permet aux gestionnaires
de travailler avec des usagers partenaires sans la voix citoyenne et sans la voix des comités d'usagers, et ces personnes sont rétribuées. Où va le système quand on rétribue des usagers partenaires pour accompagner l'ensemble des personnes vulnérables ou dans des missions ou dans des organisations? C'est un débat très profond. On ne le voit pas en surface, le petit canard se promène, mais derrière ça, il y a une vision technocratique de l'accompagnement à la santé aux services sociaux. Et nous, il faut travailler avec les usagers partenaires, on le fait. Il y a même de nos bénévoles qui sont à la fois dans les comités de résidents et les comités d'usagers, la vision d'usagers partenaires. Mais faut être excessivement prudent parce que ces personnes-là, à la limite, sont rémunérées. Et là, on est dans une autre façon de travailler le réseau et on n'est pas dans l'approche citoyenne. Ce que vous dites, au fond, c'est que cette approche-là permettrait d'instrumentaliser quelque part la voix de ces usagers partenaires. Bien, ça permet, entre autres, de penser que, comme je vous disais au départ du dépôt de la loi, ce n'est pas nécessaire des comités d'usagers, on a les usagers partenaires. Alors voilà, ça a donné ça aussi. Oui, je comprends. Madame Voland, vous avez une question? Oui, moi j'ai une question là, par rapport à la responsabilité partagée. Vous avez parlé de responsabilité partagée avec les 5 instances, mais je voudrais voir avec vous quel pourrait être le rôle du travail social avec cette responsabilité partagée. Vous avez parlé de gardien des droits des usagers. Je voudrais voir avec vous qu'est-ce que le travail social pourrait apporter dans cette démarche-là. Bien, je vous donnerai un exemple concret. À partir du moment où nous, on a de l'accompagnement à faire, par exemple, pour une personne vulnérable qui voudrait avoir un service d'accès, par exemple, pour son fils ou sa fille qui a un problème de déficience ou autre. On arrive, et là, le commissaire aux plaintes ne prendra pas nécessairement la plainte. Il va avoir sur l'accès, c'est excessivement difficile. On ne prend pas assez en compte lors d'une plainte ou de l'accompagnement l'ensemble des déterminants, l'ensemble de la vision de ce que ça pourrait être une personne avec toutes ses vulnérabilités et la famille associée. Alors, revenir à l'essentiel du travail social, c'est de revenir à ce qu'une personne puisse, en fonction de l'ensemble de ces déterminants, avec l'ensemble de sa vie et aussi les différentes personnes qui l'accompagnent. Ça pourrait être un groupe communautaire qui l'accompagne. Ça peut être aussi une personne qui, par exemple, a une déficience qui est à 21 ans et plus l'école. Donc, revenir à une vision générale, puis le travail social permet ça. C'est pas une vision médicale, c'est une vision de travail social qui permet d'ouvrir puis d'avoir une vision plus large de la personne elle-même à l'accès aux services. Est-ce que ça répond à ta question, Nadine? Oui, merci. Mais j'aurais peut-être une autre question à vous poser concernant, vous avez parlé des enjeux d'accessibilité et de proximité. Comment vous voyez, vous, cet enjeu-là concrètement dans votre quotidien comme comité d'usagers et des impacts que ça peut avoir sur la relation avec les praticiens dans le réseau ou dans les pratiques privées? Je vais vous donner un exemple concret. Au niveau des comités de résidents, vous savez que la COVID est passée par là il y a quelque temps. Alors, à peu près tous les comités de résidents n'ont pas pu exercer leur fonction parce qu'on fermait l'hébergement. Et ensuite, ça a été excessivement difficile de revenir à remettre en place les comités de résidents parce que les gestionnaires avaient, pour certains, je qualifierais que pour certains, pour ceux-ci, c'était quand même, bon, on s'en passait bien, là. Alors, donc, revenir à l'essentiel, ça veut dire qu'il faut revenir au fait que les proches aidants,
les comités de résidence sont formés aussi de personnes elles-mêmes, puissent améliorer les soins et les services en étant partie prenante, en parlant au chef de service, au chef d'unité. L'amélioration des services n'amène pas les plaintes. Alors, nous, on est là aussi pour l'amélioration continue des services. C'est important qu'on y soit. Merci, Madame Tremblay, vraiment, de ces précisions. C'est tout le temps qu'on a avec vous, mais on a beaucoup apprécié votre contribution. Et je souhaite une belle journée à vous tous et un bonjour à Mauriel, très particulier. Au revoir. Merci beaucoup.